Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode les compléments alimentaires Eumine. Savez-vous quel complément alimentaire est utile pour vous ? Pas forcément évident de répondre à la question. C'est pourquoi Eumine a réalisé un questionnaire très intéressant sur leur site eumine.fr grâce à une série de questions ciblées et leur expertise des plantes depuis 28 ans. Eumine sélectionnera pour vous des compléments alimentaires adaptés à vos besoins de santé ou bien-être. D'ailleurs, le petit plus que j'aime beaucoup chez eux, c'est que les compléments alimentaires Eumine sont fabriqués en France uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle. Je vous conseille vivement de réaliser ce petit questionnaire très utile pour une micronutrition ciblée. Il est en ligne sur le site www.eumine.fr, oemine.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Il coupe la parole, il est dans la lune, il n'écoute jamais, il est impulsif. Tel est le type de phrase que l'on peut entendre à propos des personnes ayant un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, plus couramment appelé TDAH. Ce trouble qu'on a tendance à associer à l'enfant concerne également 3% des Français adultes, souvent diagnostiqués tardivement. Procrastination, difficulté à terminer une tâche, à se concentrer, à se contrôler, retard répété, rejet sont parfois autant d'obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui en sont atteintes. Mon invité du jour est pédopsychiatre renommé, chef de service à l'hôpital Barthélemy-Durand dans l'Essonne, spécialiste des troubles du développement. Et dans son nouvel ouvrage « Et si c'était un TDAH » paru aux éditions Marabout, il nous donne des clés pour essayer d'identifier une personne avec TDAH, comprendre comment elle fonctionne, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, et ce qui peut l'aider dans son quotidien. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose le professeur Olivier Bonneau. Bonjour. Bonjour Anne, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Alors moi de même, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cet ouvrage, ce nouvel ouvrage chez Marabout, vous le co-signez avec l'orthophoniste Laurence Olivier, avec qui vous travaillez depuis de nombreuses années, puisque vous avez travaillé ensemble au CHU de Nantes, si je crois bien. Tout à fait. On a monté ensemble des activités de groupe auprès des parents pour permettre de les accompagner dans les attitudes et les compétences éducatives auprès d'enfants TDAH pendant une bonne dizaine d'années ensemble. Alors c'est intéressant, on avait fait un épisode assez complet avec votre confrère que vous connaissez bien, le professeur Nader Pérou, qui est à Genève, spécialiste aussi du TDAH. Et je pense que cette émission va être vraiment très complémentaire. On va s'intéresser évidemment à l'adulte et à l'enfant. On ne peut pas parler du TDAH sans revenir sur l'un et sur l'autre. Et vous démarrez cet ouvrage en disant que finalement, on connaît l'existence du TDAH depuis l'Antiquité. Est-ce que vous avez envie de revenir un petit peu sur ce qu'on sait au niveau de l'histoire ? Eh bien, en fait, effectivement, il y a toute une polémique autour de la question du TDAH, dont on parle beaucoup, il faut le reconnaître, ces derniers mois, peut-être années, avec un certain nombre de gens, y compris des gens célèbres, qui déclarent et qui rendent public le fait qu'ils ont été diagnostiqués avec un TDAH. Le fait également que de plus en plus de gens à l'école ou autres expriment le fait qu'ils puissent avoir un TDAH et sont en classe et disent voilà, j'ai un TDAH, que c'est reconnu comme un handicap. Et donc on a un peu l'idée parfois que ça pourrait être une sorte d'effet de mode ou de pathologie récente, voire de troubles inventés dans la mesure où il existe un traitement médicamenteux que n'ont pas tous les patients et tous les individus avec TDAH, et que peut-être on aurait fait un peu exprès. Et donc je voulais revenir quand même et préciser que à la fois ces patients, ces personnes existent depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Alors évidemment, depuis l'Antiquité, le diagnostic n'était pas posé à l'Antiquité, on n'avait pas des diagnostics psychiatriques élaborés comme ça, mais on voit bien que ces enfants, et même ces adultes, qui sont un peu comme on le décrit,
touche-à-tout, un peu distraits, qui ont du mal à finir ce qu'ils commencent, qui bougent beaucoup sur leur chaise, ont été décrits dans la littérature depuis globalement toujours. Et même si on a reconnu le trouble que tardivement, dans les années 40, 50, très clairement, les choses existaient avant. Donc, ça n'est pas une invention toute neuve, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes également professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Saclay et vous avez présidé le groupe de travail sur les recommandations pour le TDAH de l'enfant de la Haute Autorité de Santé. Donc, vous êtes ce qu'on appelle quand même un expert du sujet. Donc, c'est ça aussi qui nous intéresse parce que vous l'avez dit très bien en introduction. Il y a beaucoup de polémiques autour de ces sujets et on va, dans cette émission, démêler un peu aussi le vrai du faux. Alors, le TDAH est-il inné, génétique ou acquis ? Que sait-on un peu aujourd'hui sur ce sujet ? On sait que c'est un trouble du neurodéveloppement. Et puis, je vous poserai la question de maladie ou de trouble, parce que, alors, peut-être ça viendra dans un deuxième temps. On parle de troubles chroniques, mais aussi de maladies chroniques, sachant que je trouve que ça n'a pas tout à fait la même connotation, si on parle d'un trouble ou d'une maladie. Alors, il y a effectivement... Ça, on pourra revenir à cette question de troubles et de maladies parce que c'est vraiment une question importante. C'est des questions presque un peu subtiles, nous qu'on appelle épistémologiques, c'est-à-dire au fond sur le sens et sur la nature des affections sur le plan mental. Donc ça, c'est un élément assez important malgré tout. Et votre première question, du coup, je l'ai oubliée. Je m'excuse. Oui, alors excusez-moi, oui, j'ai posé 3 questions en une, mais le TDAH, c'est sur l'inné ou l'acquis, sur la voilà. Oui. J'ai peut-être un TDAH un peu moi-même, ou en tout cas j'ai quelques troubles de l'attention et je peux un peu parfois me perdre. Alors sur l'inné ou l'acquis, c'est toujours un peu la question pour l'ensemble des troubles, et en particulier des troubles qui sont diagnostiqués en psychiatrie. Malheureusement, on n'a pas de modèle aussi simple que des maladies génétiques simples avec une altération de un gène qui permet d'avoir une pathologie, un trouble ou une maladie, et comme ça les choses sont claires. Manifestement, en psychiatrie, on n'est pas dans ce registre-là. Donc d'abord, d'un premier temps, on a hésité entre des troubles dits neurodéveloppementaux, en tout cas des troubles un peu neurologiques, avec une base organique, et d'un autre côté, des troubles qui étaient essentiellement liés à des difficultés éducatives, des interactions, enfin, pour le dire rapidement, des parents qui ne savaient pas trop bien faire. Et dans l'histoire, ces 60-70 dernières années, il y a eu comme ça ces espèces de balancements, avec, il faut le dire, plutôt les anglo-saxons qui assez rapidement ont mis ça sur le trouble lui-même dans une catégorie de troubles, on va dire, neurodéveloppemental au sens large, même si on n'utilisait pas encore ce terme. Et puis, dans certains pays autres, et en particulier en France, où il y a eu comme ça une espèce de partage un peu des visions du trouble, avec des gens qui pensaient que c'était très éducatif et d'autres qui pouvaient penser que c'était plus neurodéveloppemental. Depuis 2013, et on va dire depuis le début des années 2000, on est quand même 2013, c'est parce qu'il y a eu une classification américaine qui est sortie là-dessus, puis maintenant, en 2021 et 2022, est sortie la classification internationale. Le TDAH appartient à la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement. Donc on pourrait dire un peu que la messe est dite, il s'agit très clairement d'un trouble, on va dire, en grande partie inné. Alors, on le savait, puisqu'il y a des familles de gens qui ont un TDAH, puisque quand vous avez des parents qui ont un TDAH, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir vous-même un TDAH, et que donc il y avait ce qu'on appelle une héritabilité qui est relativement importante. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est exactement, d'abord, il n'y a pas un gène du TDAH, on imagine que maintenant c'est une combinaison de gènes. On appelle ça des combinaisons polygénétiques, donc c'est-à-dire qu'une personne peut avoir un tel gène, un tel gène, un tel gène qui est défaillant, avoir ou pas le trouble en fonction d'autres aspects, et d'autres aspects interviennent, qui sont des aspects, on va dire, environnementaux, au sens très large. L'environnement, c'est aussi bien l'environnement familial et amical que la nourriture, que l'exposition à divers pesticides et autres perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, on a plein de facteurs qui interviennent. Mais c'est quand même majoritairement un trouble inné, et l'idée qu'il puisse y avoir une quelconque responsabilité immédiate et directe des parents dans le développement des troubles est une idée qui est en passe d'être abandonnée, même si elle peut encore résister un peu.
Alors, ce qui est intéressant quand même, on y reviendra plus tard, c'est que vous avez parlé de la classification. Peut-être que ça n'intéresse pas grand monde quand on dit ça comme ça à l'antenne, mais en réalité, ça a quand même un impact très important sur ensuite la prise en charge des patients. Alors, la classification, en fait, nous permet d'établir des diagnostics d'une certaine façon. Alors, elle a deux intérêts. Alors, dans les grands pays nord-américains, elle a un intérêt puisqu'il faut avoir un diagnostic pour avoir une reconnaissance du trouble et pour pouvoir éventuellement, quand vous avez la chance d'avoir un service de remboursement de vos frais médicaux, avoir des remboursements de vos frais médicaux. Donc ça a quand même un impact et c'est un peu pour ça que ça avait été créé au tout départ. Ensuite, effectivement, la plupart des troubles de ce registre sont des troubles dont le diagnostic est essentiellement clinique. Il n'y a pas d'examen sanguin, il n'y a pas d'imagerie cérébrale, il n'y a pas de tests très spécifiques qui permettent de dire et d'affirmer à coup sûr que telle personne a ou n'a pas un TDAH. C'est un examen clinique. Et donc, il se base sur un certain nombre d'éléments cliniques et il est toujours bien d'avoir des classifications qui permettent quand même de répertorier les différents éléments cliniques qui vont composer le diagnostic de façon à ne pas les oublier et à savoir qu'on parle tous à peu près de la même chose. Donc le fait qu'il y ait effectivement ces classifications, le fait qu'elles aient évolué et qu'elles aient placé par exemple le TDAH dans le cadre des troubles du neurodéveloppement est quand même un élément important qui nous indique un peu ce qu'on appelle l'état de la science et nous permet de tous parler globalement, on l'espère, d'une même chose. Alors peut-être pour revenir justement un peu sur la sémantique, on parle de troubles chroniques ou d'une maladie chronique. C'est vrai que je poursuis un peu mes équipes en interne dans les émissions de Métamorphose pour pas qu'on parle du TDAH comme d'une maladie. Et là, dans votre livre, je vois marqué maladie chronique. Alors du coup, j'avais envie peut-être que vous nous fassiez un petit éclairage. Alors, je connais bien ce débat. Il est à plusieurs niveaux. Il y a pour l'ensemble des troubles qui sont d'ailleurs psychiatriques, une forme de stigmatisation qui apparaît. On le sait, il y a beaucoup de débats sur la manière dont on doit appeler les gens, quelle terminologie on doit utiliser, parce que avoir une schizophrénie, avoir un trouble bipolaire, avoir un TDAH, c'est quelque chose qui peut être stigmatisant, c'est-à-dire vraiment, voilà. Et donc, on essaye d'être attentif à la façon dont on le présente, et le fait de parler de troubles est, semble-t-il, moins stigmatisant que de parler de maladie. Ça, c'est déjà un premier aspect. Et c'est pas rien en soi. C'est-à-dire que ça pourrait déjà justifier qu'on ne parle que de troubles et pas de maladie. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble? Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie? Parce que nous, on a aussi ces termes-là à notre disposition. C'est au fond une affection. Affection avec un A, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui dysfonctionne un peu en vous et qui a un retentissement sur votre fonctionnement de tous les jours et qui a un retentissement clinique qui vous apporte des signes cliniques. Donc au fond, il n'y a pas réellement, sur un plan strictement sémantique, de si grandes différences entre troubles, maladies et pathologies, et l'on pourrait éventuellement les utiliser les uns derrière les autres ou les uns à la place des autres sans trop de difficultés. Ce qui fait qu'en réalité, on parle aujourd'hui de troubles pour le TDAH, parce que c'est un trouble du neurodéveloppement, on parle de troubles schizophréniques, on parle de troubles bipolaires, on parle de troubles dépressifs, donc la terminologie a évolué, et maintenant c'est trouble qui est vraiment le mot, et parfois, comme on en parlait avant et comme on les appelait maladies, il peut arriver, voyez-vous, que ma langue et ma plume fourchent et réutilisent d'anciens termes de maladie, mais de mon point de vue, c'est plutôt par rapport à la question de la stigmatisation que véritablement pour des fondamentaux épistémologiques qu'on doit utiliser l'un ou l'autre des termes. Bon, alors, je pose une question qui sort un petit peu peut-être des sentiers battus, mais le TDAH n'est pas une autre façon d'être au monde. J'aimerais bien avoir votre confirmation là-dessus, que ce n'est pas ça. Parce qu'on pourrait dire que finalement, le TDAH peut être dans une situation souffrante parce qu'il n'est pas adapté aux normes, à une certaine norme de la société. Alors, je prends l'exemple des enfants, puisque vous êtes aussi évidemment pédiatre, pédopsychiatre. Tiens-toi bien sur ta chaise et ne bouge pas pendant 8 heures. Peut-être qu'un TDAH, par exemple, quelqu'un qui vivrait dans un autre type de société, si on pense au peuple premier, je dis n'importe quoi, hein, je prends des exemples caricaturaux exprès pour justement vous entendre,
peut-être que finalement, il pourrait ne pas y avoir de souffrance particulière associée. Vous voyez où je veux en venir ? Je vois très bien, et puis vous m'entraînez très délicatement et avec finesse vers la question de la neuroatypicité ou d'une autre façon d'être soi. Et est-ce qu'au fond, est-ce que c'est un trouble, une pathologie, ou est-ce que c'est simplement une sorte de déviation de la normale qui est moins acceptée dans la société qui est la nôtre ? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une forme d'ambiguïté sur le diagnostic psychiatrique. D'une certaine façon, le diagnostic psychiatrique est beaucoup social. C'est beaucoup la société qui, à un moment donné, décide de dire « écoutez, ça c'est pathologique et ça ne l'est pas ». Alors, je vais prendre un exemple ouvertement irritant ou polémique, c'est celui de l'homosexualité. Pendant des décennies, le fait d'avoir des comportements, d'être homosexuel, était considéré comme une pathologie psychiatrique. Est-ce que c'était les psychiatres qui étaient méchants ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la société qui se trompait ? Sûrement par rapport à la vision qu'on en a aujourd'hui. Mais il y avait en tout cas un accord entre psychiatrie et société. Les psychiatres ont observé que dans la société, on considérait que c'était un comportement qui n'était pas accepté. Et donc, on considérait que c'était difficile de s'intégrer avec ce type de comportement et que donc, c'était une pathologie. Le jour où la société a changé sa vision des choses, les psychiatres, avec un peu de retard, il faut le reconnaître, tout de même, les psychiatres ont accepté et ont changé les définitions. Et aujourd'hui, bien entendu, ça n'est plus une pathologie. Alors, ça, c'est une manière de voir les choses très importante, puisque si la psychiatrie est si liée et si le diagnostic est si social, c'est parce que, en effet, ce qui compte pour considérer que quelque chose est un trouble, c'est qu'il y ait un retentissement dans la vie de tous les jours pour la personne. Et là, on arrive au fond de votre question. Est-ce que ce retentissement est son adaptation sociale ? Et à ce moment-là, on pourrait dire, changeons la société ou faisons-le vivre dans une société, on va dire, plus souple. C'est-à-dire, si c'est difficile pour lui de rester sur sa chaise, enlevons les chaises. Si c'est difficile pour lui de suivre des cours, enlevons l'école. Si c'est difficile pour un adulte de travailler dans un bureau, qu'il travaille à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait changer les choses autour de lui. Alors déjà, ça peut être un peu compliqué, parce que la société est quand même avec un certain nombre de règles pour lesquelles il faut arriver à s'adapter. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est quand même un aspect très important sur le retentissement. Et le deuxième aspect, c'est, pour revenir spécifiquement au TDAH, c'est que le TDAH est considéré aujourd'hui comme un trouble déficit de l'attention. Avec ou sans hyperactivité, mais le terme essentiel, c'est déficit de l'attention. Or, qu'est-ce que c'est que l'attention ? C'est une fonction développementale qui nous permet d'être plus concentrés, plus attentifs, et donc de focaliser notre attention, et d'avoir ce qu'on appelle, à certains moments, une attention soutenue. Et là, je discute avec vous, j'ai une attention soutenue sur les questions que vous me posez, et même en interne, sur mon propre propos. C'est donc utile pour moi dans ma vie de tous les jours, ça m'aide à penser, à structurer ma pensée et peut-être à développer et avancer ma pensée. Ça m'aide également à discuter avec quelqu'un et avoir des relations de bonne qualité. Cette attention, au début, quand je suis tout petit, que je suis à la crèche, elle dure quelques secondes. Je ne peux la soutenir que quelques secondes. Puis progressivement, avec le temps, on va pouvoir arriver en primaire, puis après au lycée, et puis peut-être encore plus tard, à avoir une attention qui peut être d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. J'ai un fils qui passe les concours pour l'ENS, les épreuves durent parfois 6 heures. Donc on va être capable de se concentrer 6 heures. Et là, à ce moment-là, c'est plus tellement une question d'adaptation à la société, mais c'est que pour être bien soi-même, pour se sentir bien soi-même, il faut quand même avoir la capacité d'utiliser les outils cognitifs qu'on a en tête, comme l'attention, et de pouvoir la mobiliser quand on en a besoin. Donc d'une certaine manière, quand vous avez un TDAH, il vous manque quelque chose. Vous avez un manque d'attention, et ce manque d'attention est un trouble en soi. Donc c'est pas simplement un problème d'adaptation au monde qui nous entoure, c'est quand même un manque dans quelque chose qui est utile à l'être humain, c'est-à-dire la capacité de se concentrer. C'est un des signes principaux, justement, l'inattention. Quels en sont par ailleurs les symptômes ? Puisque effectivement, on parle d'hyperactivité, on parle d'attention. Si on devait dresser une sorte de portrait robot du TDAH, peut-être justement dans sa version plus souffrante, parce que j'imagine que ceux
qui ont une forme de TDAH plus légère, et ça, on peut en parler aussi, un peu de l'échelle. C'est intéressant, parce qu'il y a des TDAH, finalement, qui sont relativement bien adaptés, qui ne sont pas très souffrants, et d'autres qui le sont beaucoup plus. Mais simplement, pour revenir sur les symptômes, avant d'en arriver à l'échelle. Alors, pour les symptômes du TDAH, on considère, alors ça a l'air presque facile à diagnostiquer. Et il faudra peut-être qu'on parle des autodiagnostics, mais ça a l'air presque facile à diagnostiquer parce qu'au fond, il suffit d'être inattentif, d'avoir un trouble de l'attention, donc je n'arrive pas à me concentrer suffisamment. Et ça, on peut l'observer assez facilement, et je dirais même en dehors du TDAH. Il suffit d'être impulsif. Qu'est-ce que ça veut dire impulsif ? Ça veut dire je réponds à votre question avant que vous n'ayez fini de la poser. Donc j'ai peut-être un petit peu de chance quand même de passer à côté. Et ça, c'est l'élève en classe qui va se mettre à répondre à un exercice sans avoir lu l'énoncé en entier. Donc forcément, il fait des erreurs, alors même qu'il connaissait peut-être la réponse. Et puis, je suis également distractible. C'est-à-dire que si quelque chose tombe par terre, ça va tout de suite attirer mon œil. Si là où je suis, il se passe quelque chose derrière la vitre, mon attention va être attirée par ce qui se passe. Et donc, du coup, une bonne partie de mon attention va être retirée de ce que je suis en train de faire. Ça, c'est les signes un peu cardinaux auxquels se rajoute le signe le plus visible, peut-être, et du coup, c'est pour ça que dans le temps, on appelait ça l'hyperactivité. C'est justement cette hyperactivité motrice qui fait que la personne qui a un TDAH, parfois, va se retrouver avec une difficulté à rester en place, à bouger sur sa propre chaise si c'est une chaise qui tourne, à être obligé d'avoir les pieds, les mains qui bougent en permanence, ce qui, évidemment, complique beaucoup sa vie de tous les jours et sa capacité à, on va dire, rester calme et en place. Ce qu'on fait quand on va au cinéma ou quand on est dans un repas de famille. Ça, c'est les signes cardinaux. C'est comme ça qu'on en fait le diagnostic, même si, évidemment, il est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous dites que l'hyperactivité motrice est moins marquée chez l'adulte que chez l'enfant. Alors, en effet, l'hyperactivité dans sa dimension... Alors, pour qu'un adulte ait un TDAH, en général, on considère aujourd'hui, même si on parle parfois de TDAH tardif, on considère qu'il faut faire le diagnostic avant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait eu des signes avant l'âge de 12 ans. Il n'y a pas de gens qui sont TDAH à 25 ans sans avoir aucun signe avant. Malgré tout, comme parfois c'est mal connu ou méconnu, on fait parfois des diagnostics tardifs. Vous l'avez évoqué dans votre introduction et c'est une vraie réalité. Et on sait que les signes évoluent un peu, que l'impulsivité, d'une certaine façon, que le trouble attentionnel reste à peu près ou même peuvent s'aggraver avec le temps, mais par contre que l'hyperactivité dans sa dimension motrice va aller en diminuant avec l'âge, ce qui fait que ça va moins se voir. Par contre, il va rester une forme d'hyperactivité presque psychique. C'est souvent des gens qui peuvent décrire et qui disent je suis fatigué d'être moi-même. Je n'arrive pas à débrancher. Y compris quand je m'endors le soir, mon cerveau continue à être en ébullition en permanence et je pense à des choses. C'est une forme d'hyperactivité psychique qui est plus marquée chez l'adulte qu'elle ne l'est chez l'enfant et qui est facteur d'une forme d'épuisement d'ailleurs, d'usure, on va dire, avec le temps. Et donc c'est comme ça qu'elle se traduit. Par contre, l'hyperactivité motrice, alors, qui existe quand même chez l'adulte, le fait de ne pas arriver à se reposer, d'être souvent de ne pas rester en place, d'avoir souvent d'ailleurs des envies de faire beaucoup de sport. On a, alors c'est parfois un peu effectivement parce qu'ils sont impulsifs, mais beaucoup des gens qui font du sport à l'extrême parmi les TDAH, l'hyperactivité motrice peut également exister, mais elle est moins marquée, en tout cas moins marquante, et donc c'est peu souvent grâce à elle qu'on fait le diagnostic. On peut imaginer d'ailleurs que ces adultes avec cette radio mentale en permanence allumée, y compris la nuit, vont plus facilement au burn-out. Alors oui, dans les évolutions très claires qu'il y a du TDAH, en particulier de l'adulte, il y a le burn-out par une forme d'épuisement. C'est-à-dire c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, qui, on l'a dit, sont fatigués un peu d'eux-mêmes, vont avoir le sentiment d'être tout le temps un peu débordés, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils font autre chose en parallèle, après il faut qu'ils reviennent à ce qu'ils font, ils ont du mal à planifier, à s'organiser. Donc le burn-out est bien plus fréquent, mais il y a même d'autres conséquences. Même les accidents de la route sont 4 fois plus fréquents
conséquent chez les personnes qui ont un TDAH, les personnes adultes, que dans la population générale. Il y a parfois cette consommation de sport, les gens qui font beaucoup de sport. Alors c'est plutôt bien de faire du sport, d'aller à la salle, de courir, mais parfois ça peut être de manière excessive, y compris chez des gens qui vieillissent un peu, parce que le TDAH c'est aussi l'adulte, mais c'est aussi la personne âgée, et qui à un moment donné vont au-delà de leurs propres capacités, et ça c'est quand même assez fatigant. Puis c'est aussi des gens qui ont une conséquence dans leur vie de tous les jours de travail. C'est des gens qui changent de travail régulièrement, qui peuvent changer de lieu d'habitation régulièrement, de compagne régulièrement. Ça complique la vie de couple. Enfin, il y a pas mal de conséquences quand même pour les gens qui ont un TDAH adulte, même si beaucoup quand même s'en sortent plutôt pas mal. C'est toujours troublant, c'est le cas de le dire, de voir que ce qu'on peut penser être un trait de personnalité, un trait de caractère, comme on imagine dans l'inconscient collectif, est en fait un symptôme. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la question centrale, c'est toujours celle du retentissement et de la souffrance. Le psychiatre va rarement chercher des gens dans la rue pour les attraper au lasso et leur dire « Toi, tu réponds aux critères de telle classification, il faut que je te soigne. » Non, mais c'est pas comme ça que ça marche en réalité. On fait tout à fait différemment. Les gens viennent nous voir, en général, en disant « Écoutez, ça ne va pas. Je ne suis pas bien dans ma vie, je ne suis pas satisfait de ce que je fais, je ne me sens pas bien. » Et c'est notre travail avec eux d'essayer de comprendre pour quelles raisons ils ne vont pas. Et parfois, c'est pas toujours le cas, ils peuvent éventuellement avoir un trouble qu'on diagnostique et pour lequel on a des propositions de prise en charge. Et dans le TDAH, ça ne fait pas exception. Les gens se plaignent, ils disent écoutez, moi, même ça peut être simplement comme ça. Vous savez, je bouge tout le temps toutes sortes de choses en permanence dans mon bureau et autres. Du coup, je casse des objets, je suis fatigué, je suis épuisé parce que je n'arrive pas à me reposer. J'ai parfois, il y a le problème des addictions, 25% des gens qui ont un TDAH adulte peuvent avoir des addictions. Alors ça peut être le tabac, mais ça peut être aussi bien plus que ça. Et donc les gens viennent et ils ont un retentissement et donc ils se plaignent. Il y a une souffrance. Et c'est cette souffrance qui amène à ce qu'on essaye d'adapter, qu'on propose des prises en charge. Mais s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de retentissement, aujourd'hui, il n'y a pas de trouble. Et donc, à ce moment-là, ça reste un trait de fonctionnement avec lesquels les gens se sont adaptés. Il y a, par exemple, si je me permets de rebondir comme ça, sans attendre votre question suivante, on pourrait dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont un TDAH, et c'est pour ça on dit qu'il y a des retards de diagnostic, c'est une réalité, mais il y a aussi des gens qui ont trouvé eux-mêmes un certain nombre d'adaptations. Oui, et qui ont trouvé un moyen et des stratégies qu'ils ont découvert par eux-mêmes sans qu'on ait besoin de leur expliquer, parce que c'est quand même une grande partie de la prise en charge, c'est d'expliquer quelles sont les stratégies pour compenser cette difficulté et qui en fait s'en sortent extrêmement bien. Ça veut dire que l'échelle est moins importante ou eux ont su s'adapter? Est-ce que ça veut dire que le trouble est moins important? Je posais la question de l'échelle tout à l'heure en disant qu'on répondrait peut-être à cette question. Alors, j'ai rencontré l'autre jour dans une émission de télévision, d'ailleurs, quelqu'un qui avait manifestement un TDAH, des difficultés à se concentrer, qui expliquait même encore, il illustrait ça très bien, c'est-à-dire qu'on était pendant une émission, et à des moments, il disait « j'ai décroché, je n'écoute plus ce qui se dit autour, je pars dans mes pensées, attiré par quelque chose que j'ai à faire cet après-midi ou que je devrais faire demain ou après-demain ». Et pour réussir quand même à s'en sortir dans la vie, il avait fait des études de médecine, plutôt bien réussi. Et pour réussir à s'en sortir, il a trouvé un système en s'appuyant sur une énorme mémoire visuelle et une capacité un peu d'hyper-mémoire qu'il avait, qui lui permettait en fait de structurer les choses qu'il avait à faire, y compris dans la journée, avec des petits dessins pour suivre un peu une sorte de fil et ne pas perdre le fil de sa journée, peut-être même de sa vie, dans son travail, dans ses apprentissages, dans les choses qu'il avait à lire ou autres, pour pouvoir l'aider. Donc il avait trouvé lui-même une stratégie en utilisant une capacité qu'il avait, et qu'il avait reconnu en lui, pour pouvoir s'appuyer dessus et compenser une capacité qu'il n'avait pas, c'est-à-dire ce trouble attentionnel. Et donc vraiment, il y a des gens qui peuvent trouver eux-mêmes un certain nombre de solutions, beaucoup, et qui peuvent s'en sortir même très très bien. Autre symptôme peut-être dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est l'hyperfocus. Quand on parle de l'attention, ils sont capables, à l'inverse, d'être en hyperfocus quand ça les passionne, quand d'un seul coup, il y a un sujet qui les saisit ou pas forcément?
Alors oui, pas forcément, mais c'est vrai que parfois, d'ailleurs, ça peut être assez troublant, parce que vous avez des gens qui, effectivement, ont un trouble attentionnel, que ce soit d'ailleurs des enfants ou des adultes, et qui, malgré tout, vont vous dire, écoutez, par contre, quand je fais quelque chose qui me passionne, ou que je regarde la télé, parfois, parce que les écrans sont extrêmement attirants, on pourrait parler des écrans aussi, mais dans un autre cadre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, donc on dit, bon, écoutez, quand il regarde les écrans, ou quand il fait vraiment ce qui lui plaît, il peut arriver à être concentré. Bien sûr, parce que d'abord, c'est jamais 0 ou 1. Quand on parle de déficit attentionnel, les gens n'ont pas 0 capacité d'attention. Ils ont des capacités d'attention, ils ont des ressources attentionnelles qui sont probablement plus faibles, mais qu'ils peuvent malgré tout mobiliser. Et comme quand on fait quelque chose uniquement focalisé sur une action qui vous plaît, ou que vous discutez avec quelqu'un qui vous intéresse réellement, il n'y a pas de distracteur. Parce que l'un des éléments du TDAH, c'est la distractibilité. S'il n'y a pas de distracteur, c'est quand même plus facile. Donc en face à face, ou sur une tâche unique qui est particulièrement captivante, ou consommatrice de ressources attentionnelles, on peut avoir des moments paradoxaux où c'est des gens qui sont surconcentrés. Alors, pas forcément plus concentrés que les autres, mais enfin qui arrivent à un grand niveau de concentration. Ce qu'il faut comprendre sur les ressources attentionnelles, c'est que le stock de ressources attentionnelles est en quelque sorte un stock fini. Vous avez, je ne sais pas, 100 points d'attention, pour faire comme dans les jeux vidéo. Si j'en mets 80 dans notre discussion, il m'en reste une vingtaine pour savoir ce que je vais faire cet après-midi, à quelle heure, où est-ce que j'ai posé ma veste, enfin voilà, une vingtaine pour un peu le reste de ma vie. Si je dois faire 2 tâches, parler avec vous et en même temps essayer de suivre quelque chose ou de regarder sur mon téléphone, comme font aujourd'hui beaucoup de gens, alors évidemment, je vais partager mon attention. Et si j'en mets 40 sur mon téléphone, j'en mettrai plus que 40 avec vous. Donc on a un stock d'attention fini. Donc il est probable que les gens qui ont un TDAH, certains d'entre eux, pas tous, parce qu'on ne sait pas bien le mécanisme, ont un stock attentionnel un peu plus faible, au-delà d'avoir des difficultés à utiliser leur stock. Vous voyez, c'est les 2 manières. Soit vous avez moins d'attention, soit vous avez moins de facilité à utiliser votre attention. Et pour ceux qui ont moins d'attention, ils peuvent malgré tout, s'ils ont une bonne capacité à utiliser leur stock, à utiliser tout ce qu'ils ont et justement être capables de se concentrer très bien. Ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, on va parler des stratégies et des outils pour faciliter le quotidien. Avant d'en arriver là, alors peut-être celles et ceux qui nous écoutent, si vous pensez souffrir d'un TDAH, si vous avez déjà été diagnostiqué, si vous avez envie de témoigner sur nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, etc., je ne vais pas tous vous les citer, n'hésitez pas à nous dire où vous en êtes par rapport à un éventuel TDAH. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes. On parlera des autodiagnostics et du diagnostic dans un deuxième temps. Avant d'en arriver là, dans quelques minutes, différence entre filles et garçons, hommes et femmes, est-ce que ce trouble les affecte différemment ? En effet, d'abord, pour les filles, les jeunes filles ou les filles d'âge scolaire, la demande pouvait être, dans les années passées, et j'espère que c'est plus tellement le cas aujourd'hui, un peu moins de performance ou accepter un peu plus que les gens soient moins scolaires, moins organisés, un peu plus débordés, distraits, étourdis, des choses comme ça. Et pour les femmes adultes, le fait d'être un peu débordé par les tâches à faire, le fait d'avoir parfois de se sentir désorganisé dans la routine de la vie quotidienne, de manquer un peu de motivation, d'avoir, de ce fait d'ailleurs, par une espèce d'impression d'être en inadéquation avec ce qui était attendu, une sorte de baisse d'estime de soi, pouvait être considéré comme, on va dire, une partie du comportement féminin. Et comme il y a, et on ne l'a pas encore évoqué, également une question de labilité émotionnelle, de dysrégulation émotionnelle, avec ce côté j'encaisse, puis ensuite j'explose, comme ça je tolère, et puis tout d'un coup j'en peux plus et je me mets à exploser. On a là tout un tas de petits éléments qui font partie d'une sorte de mythologie un peu de la femme, qui serait un peu comme ça, une femme un peu distraite, débordée, qui serait pas complètement à la hauteur. Et du coup, on a pu passer à côté du diagnostic, parce qu'on n'a pas été chercher s'il y avait là des éléments qui pouvaient nous faire penser à un TDAH, et d'autant plus, c'est un peu terrible pour la différence entre les hommes et les femmes, que très souvent, on le sait, dans un couple, il peut y avoir un soutien important de la femme pour l'homme, alors qu'on ne va pas avoir forcément la réciproque aussi forte du soutien de la femme par son compagnon, qui du coup, elle va se
sentir un peu en difficulté et autres, sans avoir le support et s'effondrer plus facilement sur l'estime d'elle-même, se sentir pas du tout à la hauteur et aller pas bien. Et donc la plupart des femmes qui viennent et qui auraient probablement un TDAH se retrouvent finalement, si on n'y regarde pas très bien, avec un diagnostic de dépression qui en fait est secondaire aux troubles qu'elles ont. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est un vrai travail à faire et je remercie d'ailleurs énormément beaucoup de collègues, et beaucoup de collègues d'ailleurs féminines, qui se sont intéressés au TDAH de l'enfant, de l'enfant et de l'adulte. Et de la femme, oui. Et de la femme, oui, voilà, qui se sont donc intéressés au TDAH de la femme, parce qu'elles ont mis en évidence une clinique qui était largement passée inaperçue et qui va permettre, je le crois d'ailleurs, de pouvoir aider bon nombre de femmes qui sinon sont au fond essentiellement marquées, en tout cas de manière un peu visible comme ça, par l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'être en inadéquation avec ce qui est attendu d'une femme, y compris d'une femme moderne, maintenant, qui travaille et qui en même temps a quand même un certain nombre de tâches, c'est toujours un peu le cas, à la maison, à faire, et parfois plus encore, là aussi c'est encore malheureusement le cas, souvent plus que les hommes. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait votre spécialité, mais peut-être pour finir sur la femme et TDAH, il y a des femmes, dans des études récentes, je crois, qui expliquent qu'un certain nombre d'entre elles rapportent des symptômes qui s'apparentent à un TDAH autour de la périménopause, ménopause, mémoire défaillante, distraction, etc. Alors, tout à fait, effectivement, ça va même plus loin que ça. Alors, c'est toujours un peu difficile. Comme on n'a pas une excellente idée ou une parfaite idée des mécanismes biologiques liés au TDAH. On sait que c'est lié à une dysrégulation et probablement à un certain manque de dopamine. Enfin, la dopamine, c'est le neurotransmetteur le plus fréquent dans le cerveau, ce qui fait que d'une certaine manière, il n'y a pas beaucoup de troubles psychiatriques qui échappent à une dysrégulation ou un problème avec la dopamine. Par contre, on sait que les estrogènes en particulier, donc les hormones féminines, quand elles sont baissées, peuvent éventuellement avoir un risque de faire baisser elles-mêmes la dopamine. Et donc, on a chez les femmes observé des syndromes prémenstruels, y compris sur le plan émotionnel, parce qu'il y a le syndrome prémenstruel qui fait mal, mais il y a aussi le syndrome prémenstruel qui joue sur l'émotion et sur la façon d'être, qui sont plus importants. Des dépressions du postpartum, c'est-à-dire donc après la grossesse, là aussi liées aux hormones qui sont plus importantes. Et, vous l'évoquiez, effectivement, pendant les dérèglements hormonaux liés à la ménopause, un certain nombre aussi d'exacerbations de symptômes du TDAH. Alors, c'est pas la création d'un TDAH à ce moment-là, mais c'est peut-être l'exacerbation d'un certain nombre de symptômes. Donc, il y a vraiment toute une clinique féminine du TDAH, de la petite fille, j'allais dire, jusqu'à la personne âgée, qui est en plein essor et qui mérite vraiment notre intérêt, parce que je crois qu'on peut aider beaucoup ces femmes, déjà simplement en leur expliquant ce qu'elles ont, ce qui est quand même quelque chose de relativement rassurant, et surtout on peut peut-être faire quelque chose pour elles. Alors sur le volet peut-être émotionnel, vous disiez que ce serait intéressant d'en parler. Peut-être qu'on peut aussi citer quand même les aspects positifs du TDAH. Vous avez un encart dessus dans le livre et j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand même d'en parler. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours l'impression, surtout quand on parle d'un trouble, même si c'est trouble, maladie, pathologie, comme on veut, et aujourd'hui, ça représente ce qu'on appelle un handicap. Ça fait partie, en tout cas en France, des handicaps. Les troubles du neurodéveloppement, comme les troubles du spectre de l'autisme, sont des handicaps. On se dit, on a quelque chose en moins que les autres. Donc c'est jamais très agréable d'avoir quelque chose en moins. En réalité, c'est un trouble qui a la particularité, pour beaucoup de gens, grâce à des adaptations, des manières de faire, qui peut se corriger en grande partie. Et comme il peut se corriger en grande partie, on peut à la fois atténuer ces troubles attentionnels, mais garder un certain nombre d'aspects du TDAH qui peuvent être des aspects positifs. Prenons chez l'adulte, parce que c'est toujours plus simple à décrire, le TDAH de l'adulte, il a donc cette capacité à avoir un esprit bouillonnant qui a 50 idées à la minute. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué parce que ces 50 idées à la minute, il ne va pas toutes les processer jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne va pas en faire grand-chose. Si c'est ça, c'est embêtant. Mais parmi ces 50 idées, il y en a peut-être des bonnes. Et donc, il peut tout à fait, dans une entreprise, dans un groupe, être au fond celui qui a plein d'idées, qui
emmène l'entreprise, qui stimule l'imagination et le désir des autres, quitte à s'entourer de gens qui, eux, auront un fonctionnement différent et auront la capacité de mener plus à bien un certain nombre de ces idées. Donc en fait, ce qui va compter pour s'adapter, ça va être à la fois les capacités que la personne va avoir à compenser. On évoquait tout à l'heure le cas de cette personne qui s'était appuyée sur sa formidable mémoire, et en particulier mémoire visuelle. Mais bon, il y a plein aussi d'autres stratégies. Et puis aussi la capacité aussi à s'entourer, à être avec d'autres gens. On sait bien, hein, en général, pour être épanoui dans sa vie professionnelle, il faut trouver un moyen d'avoir une vie professionnelle où tous les gens ne sont pas les mêmes. Et avoir un TDAH dans une entreprise, ça peut avoir son utilité. Si toute l'entreprise est faite de gens qui ont un TDAH, c'est peut-être compliqué. Absolument. On avait dit qu'on parlerait du diagnostic et de l'autodiagnostic. Alors, comment faire aujourd'hui, sachant que quand on a fait déjà des émissions sur le TDAH, les gens nous ont dit nous, on aimerait bien se faire diagnostiquer, mais aujourd'hui, tout est un peu saturé. Alors, une personne qui nous écouterait et qui se dit « j'ai peut-être un TDAH », quel parcours je peux suivre concrètement pour aller vers un diagnostic fiable, sachant que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a que la clinique qui permet d'aller jusqu'au bout d'un diagnostic avec un professionnel qui connaît extrêmement bien tous les symptômes, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des troubles associés qu'on appelle les comorbidités, même si ce terme n'est pas toujours très heureux pour des non-cliniciens, mais c'est le terme médical. Donc voilà, comment faire quand on veut aller vers un diagnostic ? Alors, effectivement, je suis particulièrement bien au courant du fait que l'accès aujourd'hui à un médecin capable de faire un diagnostic de TDAH, que ce soit un psychiatre, que ce soit un pédiatre, un neurologue pour les adultes, ou même certains médecins généralistes qui connaissent et qui sont formés à ça, est très difficile. Malgré tout, il faut quand même reconnaître que le diagnostic d'un trouble est la prérogative du médecin. Alors, elle est la prérogative du médecin pour plein de raisons, y compris effectivement les comorbidités, ce qu'on appelle les troubles associés, qui doivent être explorés, et le diagnostic n'est jamais aussi simple que ça. Le parcours, en fait, on peut quand même le simplifier un peu. Si vous observez chez votre enfant ou chez vous-même un certain nombre de difficultés qui pourraient ressembler. Après tout, le meilleur connaisseur de soi-même, c'est souvent soi-même, même si on peut avoir besoin d'un regard extérieur. Donc, vous n'êtes pas forcé d'avoir tort. Vous pouvez avoir tort, mais vous n'êtes pas forcé d'avoir tort. Il y a un certain nombre de petites mesures qu'on peut essayer de mettre en place. Chez l'adulte, c'est un peu plus compliqué de mettre les mesures en place parce qu'elles nécessitent souvent un tiers et un peu d'aide des tiers, et elles nécessitent quand même des aménagements que l'entreprise ne fait pas toujours spontanément, surtout si le diagnostic n'est pas posé. Mais en tout cas, pour les enfants, on a un certain nombre de petites mesures. Alors, c'est très simple. Moi, je donne souvent un exemple pour que les gens comprennent bien. Si vous avez une difficulté attentionnelle et que vous êtes un enfant, vous ne lisez pas jusqu'au bout l'énoncé, on l'a évoqué tout à l'heure. Il suffit que l'enseignant passe à côté de vous et dise « Tiens, il y a un énoncé, est-ce que tu peux me le répéter ?» Si vous le répétez qu'à moitié, il va s'en rendre compte et lui dire « Relis-le, tu vois bien que tu as oublié une partie de l'énoncé. » À ce moment-là, vous le répétez en entier à l'enseignant. Il sait donc et il a vérifié que vous avez tout fait, que vous avez tout bien lu, et à ce moment-là, il vous laisse faire l'exercice tout seul. Donc c'est une mesure simple qu'on peut proposer à l'enseignant et qui du coup évite que vous ne répondiez qu'à la moitié de la question puisque vous n'en avez lu que la moitié. Et donc on a essayé, c'est pour ça que je me suis associé pour écrire ce livre à Laurence Olivier, qui est orthophoniste et qui a fait tant et tant de groupes, bien plus que moi, avec les parents. C'est parce que Laurence, c'est une mine de petits conseils pratiques, parce que c'est comme si elle avait vu toutes les situations, elle a toujours une idée pour tout, et on a essayé de les compiler un peu dans le bouquin en disant, voilà, essayez donc déjà de faire ça. Donc il y a, alors, je pourrais faire la pub pour mon propre bouquin, mais on peut trouver ces mesures un peu partout. Donc d'une certaine manière, essayez déjà de faire des choses simples. Donc d'essayer d'adapter, d'essayer de mettre votre enfant quand il travaille dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, par exemple, pour qu'il n'y ait pas trop de distracteurs. Évidemment que faire les devoirs dans une salle où il y a la télé, c'est pas une bonne chose. Essayer de faire des pauses pour qu'il puisse bouger un peu s'il a une hyperactivité motrice, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est rébarbatif, tous les conseils, mais on peut un peu voir de quoi il s'agit. Une fois qu'on a fait ça, on voit si ça s'améliore ou pas. Et figurez-vous que ça s'améliore souvent.
Et à ce moment-là, écoutez, c'est bon, on s'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller faire beaucoup plus loin. Si ensuite ça ne va pas, là, il faut effectivement consulter. Alors il y a quand même un certain nombre de psychologues qui sont quand même un peu plus accessibles. S'il y a 15 000 psychiatres dans ce pays, il y a 150 000 psychologues. Donc, c'est un peu plus accessible, même si ce n'est pas toujours remboursé. Éventuellement, aller voir une psychologue, par exemple, pour demander si elle peut nous aider, parce qu'à ce moment-là, on a quelqu'un, c'est pas lire un livre ou regarder des fiches, si elle peut nous aider à mettre en place un certain nombre de conseils. Si ça marche toujours pas, éventuellement, là, ou si ça marche toujours pas, ou si éventuellement, dès le début, le retentissement était trop important, essayez d'aller consulter. C'est là qu'on est tamponné par le fait qu'il y a moins de spécialistes. Je dirais, c'est vrai que c'est un drame, je le regrette tous les jours, je fais partie de ceux qui se battent pour que les choses changent, mais enfin bon, c'est ainsi. C'est vrai que vous avez eu la gentillesse de rappeler que je travaillais actuellement aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, que je préside le groupe de travail, les recommandations ne sont pas encore sorties. Un des points qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de simplifier l'accès au diagnostic, alors non pas en le rendant moins bon, mais en essayant de l'élargir un peu plus, en particulier peut-être à des médecins qui ne sont pas psychiatres, neurologues ou pédiatres, qui ont tout à fait la capacité de le faire, de fait que ce diagnostic puisse être fait plus facilement. C'est quand même quelque chose qui touche 5% des enfants, 3% des adultes. On ne peut pas considérer que c'est une maladie rare. On ne peut pas le laisser au seul spécialiste. Ce serait insensé. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais c'est vrai que le diagnostic doit quand même être à la fin finalisé par un médecin. Alors peut-être, vous parlez aussi des échelles, et notamment de cette mesure, en particulier du modèle de Connors, je ne sais pas comment on l'appelle, du nom de cette femme au nom éponyme, cette psychologue américaine qui a été pionnière du TDAH à la fin des années 60, qui est aujourd'hui le plus utilisé. Donc ça peut être aussi une ressource. Et avec votre permission, peut-être qu'on publiera pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose votre tableau là, excellent qui est page 47, sur les signes d'alerte observés. Alors, ce n'est pas du tout un autodiagnostic, mais ça permet déjà de faire une première évaluation. Oui, ça permet effectivement, à un moment donné, de se dire, est-ce que je dois ou pas m'inquiéter ? Est-ce que ce comportement est tout à fait habituel ou est-ce qu'il sort un peu de ce qui est habituel ? Mais encore une fois, ce qui compte fondamentalement, et c'est vrai que dans le petit tableau auquel vous faites référence, alors la page, je ne m'en souvenais pas précisément, mais je vois bien le tableau en lui-même, il y a des questions sur la question du retentissement. Quand vous évoquiez la question du CONERS, c'est aussi une échelle qui permet de voir s'il y a un retentissement, en particulier scolaire. C'est une échelle qui peut être remplie par les parents et qui peut être remplie également par les enseignants. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir un regard extérieur en disant « Ah bah oui, effectivement, il y a un impact négatif dans la vie de tous les jours de cet enfant. » Et ça permet quand même de détecter un peu quelque chose pour voir à quel niveau on se situe et éventuellement, s'il faut aller plus loin et confirmer le diagnostic de manière médicale. Alors parlons quand même, on avait dit des troubles associés, des comorbidités, parce que vous le disiez très bien tout à l'heure, une femme qui est un peu dépressive ou qui va pas bien, on va la diagnostiquer dépressive, alors qu'en fait, vous disiez très bien, ça peut cacher un TDAH derrière, etc. Donc c'est toujours ces histoires de troubles associés et c'est toujours l'œuf et la poule, j'ai l'impression. Excusez-moi, je caricature un peu, mais... Non, vous avez raison, c'est exactement ça. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un trouble associé. C'est-à-dire que vous avez un TDAH et vous êtes en même temps déprimé. 50% des TDAH de l'enfance et même de l'adulte d'ailleurs sont également déprimés, ont également une dépression. 75% des TDAH de l'adulte ont également autre chose. Pas forcément une dépression, 50% d'entre eux une dépression ou un trouble anxieux, mais ils peuvent avoir autre chose, notamment des troubles addictifs. Et donc, vous avez le droit d'avoir deux choses. Ça, c'est le trouble associé. Et puis, parfois, vous avez un autre concept, un peu différent, on va dire, qui est que vous avez le trouble, vous êtes dépressif, par exemple, et la manière dont la dépression s'exprime, parce que vous êtes dépressif, vous êtes donc un peu fatigué, du coup vous luttez contre votre dépression et du coup vous avez une forme de symptômes qui ressemblent au TDAH. Ce qui fait que vous n'avez pas un TDAH, mais vous avez une dépression qui s'exprime comme un TDAH. Et c'est ça l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est pas toujours très facile de savoir ce qui se passe réellement. Un très bon exemple encore, c'est celui des troubles du sommeil. 80% des adultes qui ont un TDAH ont des troubles du sommeil. Des difficultés à dormir, parce que leur cerveau ne s'arrête même pas pendant la nuit. Et donc, du coup, ils ont effectivement des difficultés à dormir.
Mais en même temps, il y a des gens qui ont des troubles du sommeil et qui dorment pas bien dans la journée. Ça marche bien chez les enfants, mais ça marche aussi chez l'adulte, qui, se sentant fatigués durant toute la journée, vont par auto-stimulation, et parfois par d'ailleurs stimulation externe, en prenant du café ou des excitants divers et variés, avoir un comportement qui ressemble au TDAH. Et à ce moment-là, la question première, c'est de traiter le trouble du sommeil. Donc c'est pour ça que ça nécessite un diagnostic médical, c'est parce que les simples signes du TDAH sont faciles. Écoutez, il ne se concentre pas bien, ça a l'air d'avoir un retentissement, il est distractif, il est impulsif. Allez hop, le diagnostic est fait. Mais non, il faut quand même faire un examen complet, chercher les troubles du sommeil, chercher les troubles anxieux, chercher les troubles dépressifs, chercher d'autres troubles du neurodéveloppement et en particulier les troubles des apprentissages, y compris chez l'adulte d'ailleurs, parce qu'il y a des troubles des apprentissages chez l'adulte qui sont passés inaperçus. Chercher chez l'adulte principalement ou chez le grand adolescent des comportements addictifs, parce que c'est pareil, certaines substances addictives peuvent provoquer une forme d'excitation qui pourrait avoir l'air d'être un TDAH. Vous voyez donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est un examen complet, donc c'est plus complexe, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de faire de la psychiatrie. Moi, c'est un métier que j'adore, parce que justement, il est un peu complexe, mais bon, voilà, et donc il y a quand même besoin d'avoir un examen sérieux, médical, pour faire les choses, justement pour ces questions de poulet d'œuf, comme vous l'avez dit, mais qui, je trouve, traduit parfaitement la réalité. Alors, vous l'avez redit tout à l'heure, vous avez redonné le chiffre, c'est 25% des TDAH développent des addictions. J'en ai parlé aussi dans une émission avec le professeur Laurent Carala. Et donc, c'est intéressant de revenir dessus parce que les traitements médicamenteux permettent peut-être d'éviter, et Nader Perrou, le professeur Perrou le redisait bien aussi. Est-ce que vous êtes en phase avec ça, en disant si on le prend en charge finalement avec un bon diagnostic et pas faire n'importe quoi comme il y a eu des dérives aux États-Unis, vous en parlez aussi très bien dans le livre, il ne faut pas commencer à dire il faut qu'il soit calme sur la chaise, vite un médicament. Donc on sort de cet aspect-là. Quand c'est bien fait, ça pourrait éviter d'aller justement vers des addictions plus graves. Alors, je suis bien sûr d'accord avec Nader Perrou, puis encore plus avec Laurent Carilla, qui se trouvait dans la même fac que moi. Il est professeur à l'université Paris-Saclay. Donc, pas par corporatisme et par copinage, mais ils ont raison. C'est-à-dire que toutes les études montrent que quand on a une prise en charge et un traitement adapté, et un traitement y compris médicamenteux, on a moins de chances de développer des addictions. Encore une fois, c'est des addictions qui vont du tabac à des drogues dures chez les adolescents, maintenant peut-être même les jeunes adolescents, et les adultes. Et c'est vraiment important parce que c'est l'impulsivité qui donne ça chez les adultes, en fait. Il y a une sorte de difficulté. Vous savez, toutes les addictions, c'est la question, si vous avez fait des émissions, je pense que tous mes collègues en ont parlé, c'est la question du circuit de la récompense. Absolument, oui. Et il y a aujourd'hui une façon de voir le TDAH qui est, en plus de tous les autres mécanismes, il y a une sorte d'intolérance au délai. C'est-à-dire l'idée de « je ne peux pas attendre pour avoir une gratification ». Vous voyez ? Ce qui peut donner des comportements impulsifs. Alors, je veux changer de job tout de suite, je veux changer de maison tout de suite, je veux changer de conjoint tout de suite, je veux avoir des relations sexuelles tout de suite et je veux faire des jeux tout de suite pour le gaming et tous ceux qui se lancent comme ça dans le jeu à corps perdu. Et évidemment, bien sûr, également pour les addictions, je veux consommer. Il y a comme ça une espèce de difficulté à inhiber des comportements d'envie qui vont vers un certain nombre de gratifications, en tout cas même si c'est des gratifications au départ, qui rendent la personne avec TDAH, et notamment l'adulte avec TDAH, particulièrement à risque de ce genre de comportement. On en a parlé tout à l'heure pour le sport, un peu excessif. Alors c'est bien de faire du sport, c'est bien entendu l'activité physique adaptée et en plus quelque chose qui peut aider à prendre en charge le TDAH. Ça fait pas tout, mais ça peut aider. Mais c'est l'excès comme ça. Et donc il y a vraiment quelque chose à contrôler. Et c'est vrai que la prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse, a tendance à diminuer cette impulsivité et donc à diminuer ces risques addictifs en tout genre. Vous voyez que ça va un peu sur toutes sortes de palettes de choses. Alors aujourd'hui, dans les traitements médicamenteux, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui est donné en première intention, qui fonctionne plutôt bien, notamment cette molécule que je n'arrive pas à prononcer, qui est le méthylphénylate, c'est ça ? Exactement. Prononciation parfaite, c'est le médicament qu'on utilise principalement. Alors, il faut le dire, c'est aussi le seul dont nous disposons en France.
Historiquement, on va pas refaire tout l'historique, mais historiquement, on a utilisé des amphétamines pour traiter ces personnes avec TDAH. D'ailleurs, essentiellement les adultes. En particulier, on a utilisé ça pendant la guerre. On dit que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en prenaient, que c'est pour ça qu'ils étaient si efficaces, parce qu'ils ne s'endormaient pas, parce que ça permettait d'augmenter les capacités de vigilance et d'attention, bien sûr, mais de vigilance. C'est-à-dire, en gros, de ne pas dormir. Donc d'être focus. Et évidemment, sur la ligne de front, c'est sûrement important d'être focus le plus longtemps possible. Et donc, on a utilisé ça, puis après, c'est tombé un peu en déshérence. On a utilisé les amphétamines pour d'autres choses, y compris d'ailleurs pour des traitements pulmonaires. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'elles étaient particulièrement efficaces. Bon, le problème des amphétamines, c'est qu'elles ne sont pas toujours extrêmement bien tolérées. Et donc, du coup, on a développé des alternatives. Alors, on a d'abord développé des dérivés d'amphétamines, l'isamphétamine, dextroamphétamine, qu'on n'a pas en France. Et puis, on a développé des amphétamines-like, c'est-à-dire des produits qui agissent comme des amphétamines, mais ne sont pas des amphétamines. Et ça, c'est le méthylphénidate. Le méthylphénidate, dont le petit nom commercial est la Ritaline, les gens le connaissent plus sous ce nom-là, et qui existe donc en France sous diverses formes. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs médicaments pour traiter le TDAH en France, mais en fait, c'est tout le temps du méthylphénidate. Alors, il existe sous deux formes. Je le fais parce que c'est important de le dire comme ça, parce qu'il existe sous une forme à libération immédiate, c'est-à-dire vous le prenez, ça dure 4 heures, après c'est fini, plus d'effet. Et il existe sous une forme à libération prolongée, qui peut durer jusqu'à 8 à 12 heures. Et la plupart des traitements que nous avons en France, les 4 principaux, sont des médicaments qui associent un peu de libération immédiate et un peu de libération prolongée. Et la différence entre les différentes molécules, enfin, dont leur nom commercial, si on peut dire, est la proportion qu'ils ont de libération immédiate par rapport à la libération prolongée. Ce qui leur donne une courbe de distribution qui est un peu différente et d'une certaine manière une efficacité différente selon les personnes. Ça veut dire que même si votre médecin vous dit « Tiens, vous avez effectivement pris telle molécule, ça n'a pas marché, je vais vous le redonner », vous regardez, vous voyez que c'est toujours marqué méthylphénidate, vous dites « il me donne la même chose ». En fait, il ne vous donne pas nécessairement la même chose parce que la proportion entre les deux n'est pas la même, la courbe de distribution pas la même et du coup, l'efficacité pas nécessairement la même, ce qui fait que c'est très fréquent qu'on essaye 1, 2, 3 médicaments avant d'avoir une efficacité et de s'apercevoir qu'il y a une vraie différence. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sait aussi que cette molécule n'a pas d'effet d'addiction en tant que substance elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, certains patients prennent la semaine, n'en prennent pas le week-end ou pendant des vacances, etc. Alors tout à fait, il y a toujours un problème avec les médicaments. Alors c'est vrai que moi je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents chez des parents, c'est des questions récurrentes et ils ont tout à fait raison. Enfin, on ne donne pas n'importe quoi à des enfants, donc on fait attention. Et chez les adultes, de toute façon, la question est toujours aussi pareille. Est-ce que je ne vais pas devenir dépendant ou autre ? Mes collègues addictologues en parlent bien mieux que moi, mais l'idée en général, c'est que quand vous prenez un médicament, notamment un médicament qui a une action sur votre fonctionnement psychique, sur certains aspects de vos cognitions, si ça marche bien, c'est plutôt agréable de le prendre, parce que c'est un médicament qui est quand même assez efficace. C'est un des médicaments les plus efficaces qu'on en a en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et en psychiatrie adulte. Donc si ça marche bien, vous allez trouver que c'est plutôt mieux de le prendre et vous allez avoir envie de le prendre. Ça s'appelle pas la dépendance. Il y a un bon effet, je suis mieux avec, donc je suis moins bien quand je l'ai pas, je préfère le prendre. Le phénomène de dépendance, ce qui rend dépendant, c'est si vous ne prenez plus le traitement, vous êtes mal. Vous avez d'autres effets qui vous obligent, indépendamment de l'effet clinique attendu, qui vous obligent à le prendre pour ne pas être encore moins bien. Ça, la Ritaline, enfin le méthylphénidate, d'ailleurs les amphétamines non plus, ne le font pas. Donc il n'y a pas de phénomène de dépendance, c'est très important de le dire. Par contre, l'effet est très efficace, ça marche plutôt bien. Et donc c'est vrai que les gens en général sont plutôt satisfaits de le prendre. On l'arrête régulièrement, alors parfois on l'arrête le week-end, mais de moins en moins, parfois surtout on l'arrête pendant les vacances, ou on l'arrête, moi j'aime bien, alors depuis que je l'ai dit, je me suis aperçu que tout le monde ne faisait pas vraiment comme ça, mais moi par exemple, j'essaye de l'arrêter pour les enfants dans des périodes genre fin d'année, après les conseils de classe, vous savez, la période un peu molle là, où il n'y a pas grand-chose, pour voir en situation scolaire comment ça se passe. Parce que d'une certaine manière, on donne ce traitement médicamenteux pour soutenir l'attention.
Mais avec le secret espoir, alors ça marche pas pour tout le monde, ça doit dépendre des types de modes de déficit attentionnel, tels qu'on les a évoqués tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de ressources attentionnelles ou ceux qui ont des difficultés à mobiliser leurs ressources. Et donc, mais notre secret espoir, c'est quand même qu'à un moment donné, on puisse diminuer le traitement, un peu comme une béquille, on enlève la béquille, et la personne a suffisamment conforté son attention. Et ça marche pour un certain nombre de gens. Mais pour s'en rendre compte, il faut l'arrêter dans des situations qui sont des situations où il a besoin de ses ressources attentionnelles. Et l'école, évidemment, en est une. Et donc, du coup, arrêter, par exemple, pendant le mois de juin, après les conseils de classe, permet de voir si les gens en ont besoin ou pas. Parce que l'arrêt pendant les vacances avait un inconvénient, c'est que les enfants peuvent aussi avoir des activités pendant les vacances, avoir besoin de se concentrer un peu, parce qu'il y a quand même une conséquence sur les relations sociales, parfois mis de côté, parfois un peu moqué, parfois, il est pénible, il n'est pas agréable, ça peut être aussi utile pendant les vacances. Donc on a un peu toutes les règles aujourd'hui, mais l'idée c'est quand même d'arrêter régulièrement pour voir si, sans le traitement, éventuellement, on ne peut pas avoir un effet quand même, malgré tout, qui persiste, et à ce moment-là, du coup, l'arrêter. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de se dire que peut-être adulte, si je le caricature avec mes mots à moi, vous me dites si c'est juste, le fait d'avoir expérimenté finalement des expériences positives au niveau du cerveau permet petit à petit de s'habituer à vivre de cette autre manière et de s'en passer peut-être progressivement quand on est adulte. Alors, par rapport au traitement et s'en passer, alors c'est vrai que... Parce que le traitement ne soigne pas, il faut le redire. Non, le traitement ne soigne pas stricto sensu, puisqu'en fait... Voilà, c'est stricto sensu. Il augmente votre vigilance et vos capacités attentionnelles, mais le traitement, présenté un peu comme une sorte de béquille, tel que je l'exprimais tout à l'heure, peut, en vous donnant en quelque sorte l'attention nécessaire, aider votre attention à se développer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était un processus développemental, et quand un processus est développemental, c'est pas qu'il pousse comme une plante que l'on arroserait et qui pousserait toute seule, il pousse aussi parce qu'on l'utilise, il pousse parce qu'on a des interactions qui le nécessitent, un peu comme la mémoire, si vous n'utilisez pas votre mémoire, vous n'êtes pas très fort, et puis si vous apprenez des tonnes et des tonnes de choses, aujourd'hui on n'apprend plus de numéro de téléphone, mais dans le temps on en apprenait beaucoup, et finalement on nourrit sa mémoire, on nourrit son attention et on va progresser. Ce qui fait que, du coup, indirectement, le médicament, en vous donnant directement des capacités attentionnelles un petit peu en dehors du naturel, puisqu'il y a un traitement médicamenteux, va vous permettre éventuellement de développer vos attentions. En tout cas, c'est le pari qu'on peut faire. Et d'ailleurs, ce traitement médicamenteux permet aussi peut-être à d'autres thérapies complémentaires de mieux fonctionner quand ils sont associés ? Alors, c'est toujours, et c'est souvent le cas, effectivement, c'est-à-dire que le principe de prise en charge, c'est toujours d'essayer de donner aux gens un certain nombre de clés et d'outils pour comprendre leurs troubles, en comprendre les mécanismes, et puis ensuite, éventuellement, comment ils peuvent adapter dans leur vie quotidienne, quelles adaptations ils ont à faire pour pouvoir vivre convenablement avec, voire le surmonter presque totalement. Et ça, c'est valable chez l'enfant ou chez l'adulte. Chez l'enfant, ça passe beaucoup avec les parents, qui sont les éducateurs en chef, qui sont les premiers, et donc que l'on forme à des techniques éducatives adaptées aux enfants qui ont un TDAH. Ça passe également par des prises en charge individuelles, qui peuvent être basées beaucoup sur des thérapies de type comportemental, qui expliquent un peu un certain nombre de choses à l'enfant, et puis par la connaissance du trouble, ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire qui permet à une personne de savoir ce qu'elle a, parce que c'est toujours plus facile de s'adapter à ce qu'on a quand on a une connaissance de ce qu'on a. Chez l'adulte, il n'y a pas des groupes de parents, vraiment sinon ce serait un peu immature, donc on travaille directement avec l'adulte, en lui expliquant aussi ce qu'il a et en lui donnant quelques clés pour comprendre. Quand on a compris qu'on avait un problème de planification, quand on a compris par exemple qu'il fallait absolument, quand on a un TDAH, supprimer toutes les notifications sur votre téléphone, non pas pour ne pas être informé du monde qui vous entoure, mais parce que vous savez bien que si vous êtes en train de répondre à un mail et que vous avez une notification, elle va vous distraire
de manière trop importante, et du coup, elle va vous arrêter dans votre mail, que du coup, vous ne saurez plus, vous allez oublier, et du coup, vous ne répondrez pas à ce mail. C'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, il faut le dire aux gens qui ont un TDAH, coupez les notifications de votre téléphone, même si vous avez l'impression que ça vous nourrit, que vous êtes accro à tout ça, pour vous, c'est peut-être plus important que pour un autre de supprimer les notifications. Et ça, c'est un conseil parmi des dizaines. Sauf qu'on sait que, je vous coupe juste 2 secondes, que le circuit de la récompense, il est tellement fort, cette bataille entre le cortex singulaire et le striatum, il est permanent, et que du coup, on pourrait le vouloir, mais ne pas pouvoir. Alors tout à fait, c'est pour ça qu'on doit être accompagné, et vous avez eu raison de me couper, parce qu'effectivement c'est ça qu'il faut préciser, c'est-à-dire que c'est pas une liste de choses à faire, comme un espèce, moi je saurais mieux que vous devez faire comme ça. Ça doit être un accompagnement, ça doit se travailler. En fait, l'intérêt de la thérapie et de discuter avec quelqu'un et d'être face à un professionnel, c'est de construire vos propres solutions adaptées à vous-même. Aujourd'hui, on a fini le côté où le psychiatre ou le psychologue, c'était quelqu'un qui savait, qui était allé dans les grandes écoles et qui savait pour vous ce qui était mieux pour vous. Aujourd'hui, on co-construit avec la personne les solutions qui sont les plus adaptées pour lui. C'est pas moi qui décide, c'est ensemble que l'on décide. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi un élément important. C'est vrai qu'aussi, du coup, c'est bien les recettes et les guides et les conseils, c'est pratique, mais quand même, ça se co-construit avec les gens. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va retrouver des outils comme la communication non violente, la visualisation positive, la méditation, le travail sur les 8 intelligences, en disant peut-être qu'à ce niveau-là, ce qui est valorisé dans la société, c'est ça, mais il y a ça qu'on peut développer aussi. Donc c'est vraiment, comme vous le disiez, toute une panoplie en fait d'outils qui vont aider à faciliter ce quotidien et adapter à chaque personne. Encore faut-il trouver de l'aide autour de soi pour une prise en charge. Alors évidemment, c'est toujours le problème. Si on part un peu, le tissu sanitaire en France est quand même altéré ces dernières années pour différentes raisons. Bien sûr, il y a la démographie médicale, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Et c'est vrai que l'accès aux soins peut être un peu compliqué. Moi, je conseille quand même aux gens, parce que je vois bien, alors depuis effectivement que je m'intéresse au TDAH, et puis que j'ai regardé un peu ce qui se faisait en livres et autres, je vois des tonnes de gens qui s'intéressent à ces questions et qui proposent des aides et des prises en charge. Il faut quand même prendre des gens qui sont à la fois qui connaissent, qui sont un peu spécialistes du TDAH, qui ont quand même une connaissance des autres troubles, parce que on parlait de la dépression, il y a les troubles de la personnalité, il y a tellement d'autres choses. Il faut quand même être à peu près sûr qu'on est dans ce cadre-là. Et puis quand même, ce qui est important, c'est que cette co-construction que j'évoquais tout à l'heure, ça ne peut pas être quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui se construit, il y a un vrai travail. Moi, je crois quand même que les psychologues, et notamment les psychologues qui sont plus versés sur les thérapies comportementales et cognitives, sont des psychologues qui peuvent être d'une aide considérable pour les gens qui ont un TDAH. Alors, je sais bien qu'ils ne sont pas accessibles très facilement, ou en tout cas pas pour un prix toujours modique, ou accessible pour tout le monde, mais c'est quand même vraiment une aide importante. Et puis bon, c'est vrai aussi que j'imagine des émissions comme la vôtre qui permettent aussi de se déstigmatiser, de ne pas se culpabiliser de quelque chose, d'essayer de mieux comprendre un peu les mécanismes ou tout ce qui se joue autour du TDAH, ou tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche sont quand même des éléments qui aident, quoi. Le fait d'en parler, le fait que ce soit plus connu, ou en tout cas moins méconnu, sont quand même des facteurs positifs. Très bien, écoutez, j'aurai encore des centaines de questions, mais je crois qu'on a fait un très bon tour. Et puis surtout, il y a ce livre en ressources. En tout cas, merci infiniment, professeur Olivier Bonneau, là, pour cet entretien vraiment passionnant qui nous permet de mieux comprendre ce trouble dont on a longuement parlé, le TDAH. Et surtout ce livre que vous venez de coécrire avec Laurence Olivier, qui elle-même est orthophoniste et qui s'intitule aux éditions Marabout « Et si c'était un TDAH ?» Déficit de l'attention, hyperactivité, impulsivité, les outils pour faciliter le quotidien. Vous parlez de repérer les signes principaux du TDAH, de faciliter le diagnostic, de construire un nouveau cadre éducatif. Puisque vous êtes, je le rappelle, pédopsychiatre, vous vous adressez particulièrement aux parents éducateurs pour les enfants dans ce livre, mais vous parlez aussi des adultes. Et puis, ça fait écho à l'enfant qu'on a été tous. Donc, même si on est adulte aujourd'hui, c'est très intéressant peut-être de le lire.
Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a fait cette émission avec le professeur Nader Perrou sur le TDAH, avec le professeur Laurent Carilla dont on a parlé tout à l'heure, et puis également avec des personnes qui sont venues témoigner, notamment dans Graines de Métamorphose, et je pense à des personnes qui sont atteintes du TDAH qui témoignent. Alice Gendron, merci infiniment professeur, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.